Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le bilan au lendemain des premières régionales de l'histoire du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Gadji, a évoqué un processus électoral serein qui confirme la crédibilité du scrutin des élections régionales dont les premiers résultats sont tombés dès ce dimanche soir. Le gouvernement gabonais met en œuvre sa stratégie post-Covid. Les axes du plan de relance économique ont été définis. 7 secteurs ont été identifiés comme porteurs de croissance. Et début des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale dès le 1er janvier 2021. Lors de la 13e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine, les chefs d'État ont confirmé le lancement officiel à cette date. Mais tout d'abord, les Ghanéens se sont rendus aux urnes ce lundi 7 décembre. Ils étaient appelés à élire leurs députés et leur nouveau président. Une élection présidentielle qui opposait pour la 3e fois l'actuel chef de l'État Nana Akufo-Addo à son rival de toujours, le leader de l'opposition et ancien président John Mahama. La nouveauté de ce scrutin réside en revanche dans le mode de transmission des résultats qui doit permettre une annonce des premiers résultats dans les 24 heures. Élection également au Cameroun. Le pays a organisé ce dimanche 6 décembre les premières régionales de son histoire. Un scrutin considéré comme une étape décisive du processus de décentralisation. 900 conseillers, 90 pour chacune des 10 régions vont être élus. À l'issue du vote, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Gadji a dressé un bilan du processus électoral, processus qu'il a qualifié de calme et serein. On l'écoute. En sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral, le ministre de l'administration territoriale, à travers les autorités administratives, a assuré un encadrement sécuritaire optimal à ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation des élections, aux candidats, aux électeurs ainsi qu'à l'ensemble du processus. De l'ouverture des bureaux de vote à leur fermeture, les autorités administratives ont rendu compte heure par heure du déroulement des opérations électorales. À l'heure qu'il est, le ministre de l'administration territoriale peut dire avec certitude que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. On reste au Cameroun à la découverte à présent de la ville de Balmayo, une ville cosmopolite entourée par les eaux du fleuve Nion, considérée comme un véritable trésor en matière de tourisme. Nelly Claude Ebessa et Stéphanie Owa. Ville bâtie sur la roche, Balmayo, chef-lieu du département d'Union-Esso, est arpentée par le fleuve Nion. Ville carrefour pour se rendre au sud Cameroun, vers Ebolova et San-Mélima, mais également au Gabon et en Guinée équatoriale, Balmayo est située à une 50aine de kilomètres au sud de la capitale Yaoundé. La ville, qui tire son nom du notable Mbalameyo, est un véritable réservoir de joyaux touristiques. La commune de Balmayo dispose de nombreux sites pour faire l'écotourisme, du tourisme religieux ou encore culinaire. C'est une vieille commune qui a été créée au temps de la colonisation et qui s'est développée au fil des ans. Nos populations s'activent autour de l'agriculture surtout. Balmayo est caractérisé par l'oignon, qui est le deuxième grand fleuve au niveau du Cameroun et qui traverse la ville et qui permet donc à nos populations l'exploitation des ressources halieutiques. Avec une superficie de 650 km² pour une population estimée à plus de 130 000 habitants, la ville est surtout connue comme ville cosmopolite, accueillant des élèves et des étudiants de diverses régions. Marquée par l'omniprésence du fleuve Nion aux eaux noires, Balmayo compte de nombreuses infrastructures d'enseignement telles que l'école des eaux et forêts, le lycée technique industriel et commercial et l'institut de formation artistique. Si quelqu'un vient à Balmayo pour la première fois, je vais demander de venir visiter mon école. Vous-même, vous voyez, depuis que vous êtes arrivé là, il y a un bon vent qui passe. Il y a une forêt derrière vous, vous voyez.
qui est capable de réactiver l'oxygène. Il y a donc des espaces touristiques qui sont créés ou qui sont à créer ou à améliorer. Talasamboukulu est une plage. Créée par un fils de Mbalmayo qui a mis plus de 15 ans à l'étranger et qui a voulu donc venir rentrer chez lui, créer quelque chose qui ressemble à ce qu'il a vu en Grèce. Le fleuve Nion est un adjuvant pour le développement du tourisme dans la commune et constitue une belle découverte pour toute personne séjournant en Mbalmayo. Ici, les poissons d'eau douce constituent les fruits du fleuve Nion. À Enamkanga, restaurant prisé de la ville en matière de cuisine locale, c'est sous forme de mets à l'étouffée que se dégustent les poissons pêchés du fleuve Nion. La cuisine locale fait également partie des attraits de la commune de Mbalmayo. Parfois le dimanche, je me rends au niveau de... Il y a à côté du Nion, là, il y a Namkanga qui est là à côté. Oui, il y a vraiment un poisson délicieux là-bas. Oui, parfois je me détends, je peux aller au jardin des tropiques, je peux aller au relais, je me détends un peu. Mbalmayo, baptisée ville de grâce par les autorités locales, voit émerger des initiatives d'envergure afin d'être une belle cité répondant aux exigences d'une ville moderne. Dans l'actualité également, la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Au Gabon, le gouvernement met en œuvre une stratégie de relance économique post-Covid. 7 secteurs ont été identifiés comme prioritaires et pour financer ce plan, les autorités comptent essentiellement sur les revenus du pays. Marie-Raphaël Tolo. Les autorités gabonaises définissent les axes de la stratégie de relance de l'économie post-Covid-19. Des définitions convenues lors du conseil de cabinet à la primature par le ministre de l'économie et de la relance, Jean-Marie Ogandaga, et ses collègues concernés par le plan de relance de l'économie gabonaise. Cette stratégie va s'appuyer sur 7 secteurs identifiés comme porteurs de croissance, notamment les mines, les hydrocarbures, l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme et l'énergie. Alors, la situation économique du Gabon actuellement n'est pas différente de celle des autres pays. C'est le moment de le rappeler. Ce sont des économies qui ont été fragilisées par la crise de la Covid-19 et les différents pays ont mis en place les différentes politiques de relance de l'activité économique. Pour réussir la mise en œuvre de ce plan de relance, la question du financement a également été évoquée lors de ce conseil et il en était ressorti que le Gabon comptera essentiellement sur ses propres revenus qui se fera par le truchement de la douane et de l'impôt. À cet effet, le ministre de l'économie et de la relance a souligné que les taxations sur les déplacements et produits contribuent à un pourcentage élevé des recettes internes du pays. Le plan que le Gabon voulait mettre en place pour 2021-2023, justement en mettant l'accent sur certains secteurs prioritaires comme l'agriculture, le tourisme, l'énergie et autres, c'est un plan fondamentalement qui va relancer l'économie gabonaise post-Covid et la remettre sur le chemin de la croissance économique comme on l'a connu depuis quelques années aujourd'hui. Donc, ma foi, on peut donner quand même du crédit à ces politiques que le gouvernement est en train d'implémenter dans le cadre du dernier conseil des ministres. D'après certains experts, cette initiative de stratégie de relance de l'économie gabonaise serait un pas de plus vers la sortie d'une chute entraînée par la pandémie de la Covid-19. Notons que cette stratégie de relance devrait être réalisée à partir de 2021 jusqu'en 2023 afin de redynamiser l'activité économique et améliorer le quotidien des populations. Le Soudan veut augmenter sa production pétrolière journalière. Les autorités envisagent ainsi d'atteindre les 80 000 barils par jour en 2021. Une hausse permise par de nouveaux projets et de nouveaux investissements. Des négociations sont d'ailleurs en cours avec des sociétés étrangères. Marie-Raphaël Tolo. Le Soudan va porter sa production de pétrole de 61 000 barils par jour à 80 000 barils par jour en 2021. Cette information a été annoncée par le sous-secrétaire au ministère soudanais de l'énergie et des mines, Souleymane Ahmed, le 2 décembre 2020. À cet effet, le gouvernement a planifié en novembre 2020
Un appel d'offres international devint cette concession d'exploration. Il faut forcément lancer des missions d'exploration. Audit les installations actuelles, on audite pour voir si c'est le véritable potentiel. Et puis, deuxièmement, on poursuit également à travers des missions d'exploration. Grâce à un certain nombre d'autres projets mis en place dans le pays pour relancer la production nationale de pétrole, en baisse depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, certaines analyses dévoilent que le Soudan est en bonne voie de relance économique, favorisant ainsi ses projets de hausse de production pétrolière. On passe de 61 000 à 80 000 barils, va induire automatiquement une hausse des recettes d'exportation liées aux produits naturels. D'après une déclaration du sous-secrétaire au ministère soudanais de l'énergie et des mines, le Soudan dispose désormais de réserves de pétrole estimées à environ 6 milliards de barils, dont 1,7 milliard de barils ont été exploités et qu'une société française mène actuellement des audits pour estimer la quantité exacte de gaz disponible dans le pays. La Tunisie enregistre une baisse de son taux d'inflation, le taux le plus bas depuis 2017. En novembre, il s'établissait ainsi à 4,9%, une baisse qui s'explique par le ralentissement du rythme d'augmentation des prix de l'alimentation. Mildred Yamo. La Tunisie connaît son plus faible taux d'inflation enregistré depuis juin 2017. D'après un rapport publié ce 5 décembre par l'Institut national des statistiques, le pays a enregistré une baisse à 4,9% de l'inflation en novembre 2020 contre 5,4% en octobre 2020. Lorsqu'on regarde l'inflation en Tunisie, on s'aperçoit justement que la régression de l'inflation est simplement liée à la faible pression sur l'économie. La demande étant faible, l'offre étant plus ou moins stabilisée, aujourd'hui, il est normal que les prix commencent à reculer. Et le recul de prix est simplement lié au simple fait que la demande devient faible. Aujourd'hui, c'est l'impact du coronavirus sur les revenus des gens, sur leur capacité à gagner leur vie et donc également à pouvoir demander des biens et services. Le rapport de l'Institut national des statistiques indique par ailleurs qu'en novembre 2020, l'inflation sous-jacente de la Tunisie s'est contractée pour la 4e fois d'affilée pour atteindre un taux de 5,9% contre 6,1% et 6,3% respectivement en octobre et septembre écoulés. Selon les autorités, cette baisse de l'inflation est due au ralentissement du rythme d'augmentation des prix de l'alimentation, soit plus 4,3% contre plus 5,6% en octobre 2020. On se retrouve aujourd'hui avec un taux d'inflation qui est en baisse. De mon point de vue, cela peut s'expliquer par le fait que, étant donc une destination touristique de premier choix, le coronavirus a fait en sorte que le monde ne venait pas de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont dû baisser les prix pour pouvoir attirer le peu de touristes volontaires qui pouvaient braver le coronavirus et en même temps braver, on pourrait aller jusqu'à dire, le terrorisme. Et là, c'est une règle de l'économie. On baisse les prix, on baisse les coûts pour encourager même le tourisme interne. Cette baisse de l'inflation est également attribuée à un ralentissement du rythme d'augmentation des prix des services de restauration et hôtellerie, ainsi qu'une baisse des prix des produits et services de transport. La Banque centrale tunisienne s'attend en effet à un taux d'inflation global de 5,3% pour l'année 2020 contre 6,7% en 2019. Les échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, débuteront bien le 1er janvier 2021. Les chefs d'État de l'Union africaine l'ont confirmé ce 5 décembre lors de la 13e session extraordinaire de la conférence de l'UA. Sur les 54 pays qui ont signé l'accord instituant la ZLECAf, 34 l'ont déjà ratifié. Victoria Sedji. Les opérations commerciales au sein de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, vont démarrer en janvier 2021. C'est ce qui ressort entre autres du sommet extraordinaire virtuel organisé ce samedi 5 décembre et qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'entrée en vigueur de la ZLECAf est très attendue. Elle devrait connecter 1,2 milliard de consommateurs africains. L'Afrique continue d'être emprisonnée dans un modèle économique colonial qu'il est important de dépasser à travers une mise en œuvre agressive de la ZLECAf, un outil incontournable de la transformation économique du continent et du développement industriel sur le long terme. Et pour être pragmatique, le compte officiel du processus d'érection des barrières non tarifaires en Afrique, premier outil phare de cette avancée baptisé TradeBarriers.Africa, est désormais opérationnel.
C'est un mécanisme en ligne de notification, de surveillance et d'élimination de ces barrières non tarifaires. Il vise à améliorer la transparence, faciliter le suivi et la résolution des difficultés signalées et identifiées. Selon l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises, le secteur privé peut déposer une plainte concernant un obstacle spécifique au commerce. En regardant un peu le site, je crois qu'il est facile à s'ouvrir, il se charge bien. Et pour moi, le gros problème, c'est de voir comment est-ce que les utilisateurs, les commerçants et les acteurs économiques vont approprier ce site et de pouvoir l'utiliser. Ça pose en fait le problème aussi de la transformation numérique. Non, a priori, c'est un très bon début, c'est un bon outil qui permet quand même de communiquer autour de la zone de libre-échange. Et s'il y a des choses à améliorer, ça va venir avec le temps. Les États membres et les unions douanières sont tenus de présenter des offres tarifaires d'ici à juin 2021. Rappelons qu'à ce jour, 54 pays africains sur 55 ont signé l'accord instituant la ZLECAf. 34 pays l'ont ratifié. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.